Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Christian Paul. Bonjour Christian Paul. Bonjour. Vous êtes député socialiste de la Nièvre depuis 20 ans et vous êtes également le chef de file de ce qu'on appelle les frondeurs du Parti socialiste. Vous avez été sous Lionel Jospin en 2002 secrétaire d'État à l'Outre-mer et aujourd'hui donc vous êtes toujours socialiste, résolument socialiste et vous êtes très inquiet, vous allez nous le dire, de ce que vous appelez avec d'autres la dérive libérale de ce gouvernement qui n'aurait peut-être plus de socialiste que le nom. Et vous prônez des primaires à gauche, mais il n'est pas certain que ni François Hollande ni Jean-Luc Mélenchon en veulent. Nous allons approfondir toutes ces questions dans cette édition de Face aux chrétiens avec Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Avec Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et avec Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. C'est Corinne Laurent qui vous pose la première question. Oui, Christiane Taubira, partie du gouvernement, on dit qu'il ne reste plus de ministre de l'aile gauche du Parti socialiste au gouvernement. Cette sensibilité doit-elle être représentée dans le gouvernement, dont on dit qu'il pourrait être remanié dans les prochains jours? Christian Paul, y a-t-il encore des socialistes au gouvernement? D'abord, je confirme qu'avec le départ de Christiane Taubira, c'est probablement un peu de l'âme de ce gouvernement, ou de ce qu'il en restait, qui est parti. Elle était l'une des inspiratrices de propositions qui me semblent aujourd'hui très conformes avec ce que l'on peut souhaiter dans un pays où il faut mettre en avant la promesse d'égalité. Et puis dans le domaine qui était le sien, je crois qu'elle a aussi beaucoup apporté. C'est pas une femme laxiste, Christiane Taubira. Vous regrettez vraiment son départ. Voilà, donc je pense qu'elle est partie pour des raisons de principe. Et en politique, c'est important aussi Alors, que qui les reste-t-il principes... ou que reste-t-il de socialistes dans ce gouvernement, à vos yeux? En tout cas, pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'un remaniement de façade ou de casting, comme on dit parfois, avec cette référence au spectacle, qui n'est pas ma tasse de thé en politique, mais enfin, souvent les remaniements, c'est une affaire de casting. Je ne crois pas qu'un tel remaniement ait un impact, une influence réelle. Ou bien il y a aujourd'hui, à 1 an de l'élection présidentielle, une inspiration nouvelle, des changements profonds dans les politiques qui sont menées, une envie de réforme authentique, et pas simplement des annonces. Parce que depuis maintenant 1 an ou 2, j'ai le sentiment que le verbe a remplacé l'action et qu'il y a beaucoup de verbes réformateurs, mais il n'y a pas beaucoup d'actions réformatrices en profondeur. En tout cas, tel que nous les souhaitons. Donc voilà, un remaniement de cette nature-là n'aura pas d'effet et je crains qu'il soit, encore une fois, promis à un succès de très courte durée. Coup d'épée dans l'eau. Romain Mazneau, RCF. Est-ce que la nomination de Jean-Jacques Urvoas à la place Vendôme, qui est présenté comme un spécialiste de la sécurité, est-ce que c'est de mauvais augure pour l'équilibre des pouvoirs entre justice et police pour vous? Christian Paul. Le garde des Sceaux doit être à la fois le ministre de la Justice et le ministre des Libertés. Si Jean-Jacques Urvoas oubliait la deuxième partie de sa mission, d'abord cela serait visible très rapidement et je pense que ce serait aussi très vigoureusement contesté. Christian Paul. Il faut être je ne ferai pas de procès d'intention au garde des Sceaux. J'observe, au bénéfice de Jean-Jacques Urvoas, que dans cette période d'état d'urgence, il a su mettre en place, nous l'avions d'ailleurs demandé, un contrôle parlementaire sur le déroulement de l'état d'urgence et qu'il l'a fait, je crois, avec beaucoup de sérieux et de conviction parce qu'il avait, me semble-t-il, compris que si, face à cette offensive terroriste durable que connaît le pays, nous baissions la garde sur le terrain des libertés, ce serait un affaiblissement de plus. Voilà. Mais maintenant, je le jugerai comme vous sur ces actes. Ce contrôle parlementaire, il a été efficace, à votre avis, vu de l'intérieur? Il a permis, en tout cas d'abord, de montrer à toute la chaîne de commandement de l'État qu'il y avait en permanence non seulement un contrôle extra-parlementaire, celui de la presse par exemple, mais aussi un contrôle parlementaire quotidien, hebdomadaire, et je crois que ça c'était absolument nécessaire. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors on parle beaucoup aussi de la possible entre-gouvernement de Nicolas Hulot. Selon vous, c'est quoi? C'est intéressant? C'est un gadget politique? Christian Paul.
Nicolas Hulot a toujours refusé de rentrer dans les gouvernements. Ça lui a été proposé, je crois, par Nicolas Sarkozy, par François Hollande. Je peux comprendre qu'il préférait une fonction d'influence plutôt que la gestion quotidienne d'un grand ministère de l'écologie, par exemple. D'autre part, nous sommes à un an de la fin de ce quinquennat. Les marges de manœuvre du pays ont été consommées ailleurs, même consumés ailleurs. Les fameux 40 milliards d'euros qui ont été distribués sans contrepartie. On mesure aujourd'hui quand même les limites de ces choix essentiels. Bon, donc, est-ce que Nicolas Hulot a le sentiment qu'il pourra agir ? Je ne répondrai évidemment pas à sa place, mais vous sentez bien que j'ai quand même quelques réserves sur la possibilité d'avoir beaucoup d'ambition, ou alors il faudrait cette ambition vraiment l'afficher et l'affirmer dès maintenant. Corinne Laurent, La Croix. Pour rester sur ce sujet, mais vous souhaiteriez le retour d'écologistes au gouvernement, par exemple, avec un programme très précis. Vous allez dire, et alors ils auraient pu le mener à bien auparavant, mais est-ce qu'il faut poser des conditions et avoir un programme un peu plus vert pour la dernière année du quinquennat ? Moi, d'ailleurs, comme le dit souvent le Premier ministre, j'ai un souci de cohérence. La cohérence, c'est de mettre en accord ses principes, ses valeurs, ses engagements et l'action concrète d'un gouvernement. Ce n'est pas ce que nous avons vécu là ces dernières années. Et si il est encore temps de remettre en ligne les actions et les principes, les engagements que le président de la République avait portés, eh bien qu'il le fasse. Mais dans ce cas-là, ça demande pas seulement un remaniement, mais ça demande un inventaire de ce quinquennat et d'en tirer très vite des conclusions. Parce que vous avez quand même observé que le temps tourne très vite. Et le compte à rebours est engagé en direction de 2017. Romain Mazenot, RCF. Les débats sur la révision constitutionnelle et sur la déchéance de nationalité arrivent ce vendredi à l'Assemblée. Est-ce que débute ce vendredi à l'Assemblée ? Vous-même, vous y êtes opposé à la déchéance de nationalité, comme beaucoup à gauche et aussi certains à droite. Comment vous expliquez ce décalage entre une classe politique qui a l'air assez divisée sur ce sujet et l'opinion publique qui, elle, si l'on en croit les sondages, y est clairement favorable ? Christian Paul. Oui, c'est toujours très difficile de faire parler l'opinion publique, y compris dans le climat qui s'est installé en France en ce moment. Mais j'observe également que quand on propose dans des sondages aux Français une peine symbolique d'indignité nationale, de déchéance des droits civiques, qui est une des alternatives que nous avons proposées par amendement. D'ailleurs, j'ai co-signé cet amendement en face de la déchéance de nationalité qui pose énormément de problèmes et qui n'en résout quasiment aucun. Eh bien, les Français sont très largement favorables à cette proposition de remplacement. Donc, pourquoi aujourd'hui cette proposition de remplacement qui a beaucoup de soutien à droite comme à gauche n'est pas retenue. Pourquoi le gouvernement, le président de la République s'enferre-t-il dans un piège politique dont ils ne sortiront pas? C'est quand même un des mystères de cette période. Parce que je vais jusqu'au bout. Je suis profondément convaincu que la déchéance de nationalité ne franchira pas la porte du château de Versailles. On n'ira pas à Versailles. Ce texte, en tout cas pour l'article 2, n'ira pas à Versailles. Parce que, à force de chercher à réduire ou à franchir la quadrature du cercle, on voit bien qu'aucune des solutions n'est réellement acceptable. Celle qui est proposée encore hier par le Premier ministre a pour effet de produire des apatridis, ce qui est en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. La semaine précédente, Manuel Valls lui-même rejeter vigoureusement cette solution, mais l'autre option, c'était de créer, je parle des binationaux, en quelque sorte une deuxième catégorie de Français qui pourraient être déchus de leur nationalité. Donc il n'y a pas de bonne solution. Et par ailleurs, ce qui aurait dû être une réforme d'unité nationale, permettant aussi quand même, face à la menace terroriste, d'afficher une résolution commune, est en train de devenir un feuilleton de pur jeu politique. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, en fait, quelle est la question qui subsiste après 2 mois d'aller-retour entre des solutions différentes? Ça va être de savoir qui va porter la responsabilité de l'échec de cette réforme. Probablement le Sénat, mais encore une fois, je pense que c'était une fausse piste. Je pense
pense, assez simple de le détecter dès la fin de l'année 2015. Pour des raisons qui m'échappent, ce feuilleton n'a pas cessé. Et très franchement, il se déroule à un moment où nous sommes tous convaincus qu'il y a mieux à faire dans le pays sur le terrain de la lutte contre le chômage de masse, face au terrorisme, devant l'installation du Front National dans le paysage politique. Oui, très franchement, c'est beaucoup de temps perdu. Mais encore ce mercredi, Christian Paul, Bruno Le Roux, qui est le responsable du groupe socialiste à l'Assemblée, après avoir vu Manuel Valls, a expliqué que le groupe allait voter, qu'il n'y avait plus de problème. Mais c'est son droit de le dire. J'observe simplement qu'il a décidé d'interdire de parole dans la discussion générale de ce texte, celles et ceux qui pensaient autrement. Donc, s'il n'y avait pas, du parti, vous voulez dire. Au sein du groupe socialiste. Au sein du groupe socialiste. S'il n'y avait pas de problème, s'il y avait unanimité, pourquoi cette pratique qui me semble relever de ce qu'on appelait autrefois le maccarthisme et si tout allait bien, pourquoi Christiane Taubira aurait-elle quitté le gouvernement? Non, je pense que c'est un enchaînement de fautes politiques. Je pense que c'est le plus beau piège dans lequel la gauche s'est enfermée depuis peut-être 1981. Je cherche en vain d'ailleurs des exemples équivalents. Très franchement, c'est un poison lent. Et il faudrait très vite débrancher la perfusion. Débrancher. Corinne Laurent-Lacroix. J'aurais malgré tout une question. Effectivement, on a pu avoir l'impression de débats, de faux débats, de postures politiques sur cette question de la déchéance de nationalité. Malgré tout, est-ce que ce n'est pas symptomatique de la question de l'identité qui est posée au pays de plus en plus et qui pourrait être un débat central au moment de la présidentielle? Christian Paul. Qu'est-ce qu'être français? Est-ce que ce n'est pas la question de fond? Je vais vous répondre de deux façons, si vous le permettez. D'abord, s'agissant de la déchéance de la nationalité, la seule question qui vaille, au point où nous sommes rendus, c'est quand même de savoir si cette proposition permet de défendre la République. Je réponds non. Elle est inefficace d'un point de vue concret. J'ai même entendu dire hier que les terroristes déchus de leur nationalité ne seraient pas expulsés, parce qu'ils ne sont pas expulsables. Aucun pays ne voudra les retrouver. Et je pense également que à maltraiter les principes, on s'affaiblit. Parce que face au terrorisme, il y a deux types de défense. Il y a bien sûr d'abord les services de police, de sécurité, de renseignement. Il y a aussi la fermeté de nos principes. Et quand on affaiblit les principes républicains avec un débat de cette nature, je pense que personne n'en sort grandi. Mais votre question est peut-être plus globale. De quoi seront faits dans les mois qui viennent les débats? Quel est l'agenda politique de la France? Est-ce que les Français sont avant tout convaincus que cette période appelle un repli identitaire, sécuritaire, ou est-ce qu'au contraire, ils sont disponibles pour un projet politique optimiste et un horizon constructif? Je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas, dans les mois qui viennent, rétrécir l'horizon du pays autour des questions d'identité. Et s'agissant de la sécurité, c'est d'abord une politique publique. Ça ne doit pas être un état d'esprit. En revanche, je suis persuadé qu'à oublier, ou en tout cas à ne pas traiter avec suffisamment de vigueur, depuis maintenant des années, la question du chômage de masse. Plus de 700 000 chômeurs depuis 2012. Au moins 1 million sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc, encore une fois, je ne distribue pas les bons points. Mais je pense que cette question-là va peser. La précarité dans le travail, la transformation des modèles économiques, on le voit en ce moment avec les batailles que mènent les taxis. Mais on pourrait le dire dans beaucoup d'autres secteurs de la vie économique. À vos yeux. Voilà. Je pense que c'est aussi sur ces questions-là, parce que le pays a besoin de visibilité. Il a besoin évidemment de sécurité quotidienne, mais il a besoin de visibilité. Il a besoin, encore une fois, d'un horizon constructif. C'est comme ça qu'on mobilise les Français. Ça n'est pas dans des postures réactionnaires.
ces débats, ils ont été engagés, j'ai le souvenir du trop célèbre discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que si on ramène la conversation nationale exclusivement sur ces questions, savoir qui est français, savoir s'il faut rétablir en Europe des frontières, comme si les questions que nous avons affrontées n'étaient pas des questions qui demandaient plus d'Europe. Vous pensez qu'à Calais, c'est un problème de frontières? Non, à Calais, c'est un problème, c'est pas un problème d'identité. Ce n'est pas un problème de frontières, c'est un problème de partage des responsabilités en Europe et notamment avec la Grande-Bretagne. Je prends cet exemple parce qu'il est aussi dans notre actualité. Une dernière question avant la pause de Alain Baron. Vous rappeliez qu'il n'y avait plus qu'un an avant la grande élection présidentielle. On a l'impression que j'ai l'impression que vous considérez que c'est déjà plié, non, la présidentielle, et que la gauche a perdu. Je me trompe? Je ne me place pas du tout dans cette perspective-là. Mais je vois très bien qu'à ne rien changer, à continuer comme avant, après 4 défaites électorales majeures, c'est quand même la plus grande succession de défaites pour la gauche sous la Ve République. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi notre électorat a décroché. Pourquoi les Françaises et les Français qui avaient élu François Hollande en 2012, aujourd'hui s'abstiennent ou, pour certains d'entre eux, ont voté Front National très tôt, dès les élections municipales. Ce que vous appelez la fronde, qui est pour moi, en fait, une réaction collective, non pas de désespoir, mais d'inquiétude très forte, et aussi nourrie par des propositions dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ce mouvement-là, il est né de ces défaites et du constat que le président de la République, qui en prend probablement la mesure, ne trouvait pas les véritables ressources pour y répondre. Très bien. On va vous interroger sur vos propositions, mais nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité est Christian Paul, député socialiste de la Nièvre et chef de file des Frondeurs du Parti socialiste. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Christian Paul, député socialiste de la Nièvre et chef de file des Frondeurs du Parti socialiste. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, vous plaidez pour des primaires à gauche. Est-ce que vous envisagez vraiment que le président de la République actuel puisse se présenter aux primaires? Ça ne va pas faire un peu bizarre? Christian Paul. Pourquoi des primaires? Pour permettre à 4 ou 5 millions de Français qui continuent à se reconnaître dans les valeurs de la gauche. Certains peuvent approuver l'action du président de la République et d'autres, à l'inverse, manifester davantage de critiques. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'est la possibilité de revenir vers la chose publique, vers la politique. Alors que beaucoup, aujourd'hui, s'en détachent, on le voit bien avec l'abstention massive qui frappe aussi le cœur de notre électorat. Je ne crois pas qu'il y ait de contre-indication à ce qu'un président en fonction puisse participer à des primaires organisées, participer à 3 ou 4 débats dans la durée d'un mois. Descendre dans l'arène, ça s'est jamais vu, ça, non? Mais c'était... Christian Paul. Il n'y avait pas, avant 2011, de primaires ouvertes au sein du Parti socialiste. Et j'observe également que ça a tellement bien marché, d'abord que... François Hollande en a bénéficié le premier, et que la droite ensuite imite, et elle a raison d'ailleurs de le faire, la droite, cette méthode de primaire pour sélectionner son candidat. Elle est très divisée sur le fond et entre les ambitions des hommes, mais en même temps, personne ne conteste à la droite l'organisation de ces primaires, et donc pourquoi pourrait-on ou devrait-on les contester à la gauche? Je rappelle également que pour le Parti socialiste, dans ses statuts, ça compte les statuts, c'est notre petite constitution. La primaire n'est pas une option, c'est pas facultatif, c'est pas arbitraire, c'est une obligation. Et donc cette obligation, il faut aussi, bien sûr, y répondre. Et donc moi, je plaide pour qu'il y ait des primaires de François Hollande à Jean-Luc Mélenchon. Et je rajouterai que si elles ne sont pas, ces primaires, voulues par vertu démocratique, ça devrait être le cas. Enfin, si elles ne le sont pas, elles doivent l'être au moins par souci d'efficacité électorale. Parce que s'il y a une conviction que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de candidat de gauche
au second tour de l'élection présidentielle s'il n'y a pas des primaires citoyennes de la gauche et des écologistes. La gauche sera éparpillée, fragmentée face à l'élection présidentielle et ce sera un crash électoral de très grande ampleur. Corinne Laurent n'est peut-être pas convaincue pour la Oui, croire. vous l'avez rappelé, les primaires sont inscrites dans les statuts du PS, donc il a capacité à organiser ce scrutin. Il l'a déjà fait avec succès et il y a par ailleurs plusieurs initiatives depuis la mi-janvier qui se sont multipliées, des appels d'intellectuels, encore le PC assez propre, lundi de réflexion, les intellectuels, vous-même, vous réunissez à la Bellevilloise à Paris. Donc il se passe des choses. Il se passe des choses, ça boue. Mais qui va organiser ? Voilà. Qui va organiser et quelles sont les chances de succès d'une telle primaire ? Parce que finalement, si le PS ne juge pas utile d'organiser le scrutin, parce que il faudrait que ce soit le parti qui l'organise. Voilà, qui va le faire et quelles sont les chances de succès ? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a plusieurs initiatives. Elles convergent. Nous étions tous ensemble dans une même réunion publique, très intense, très fervente. Je crois qu'il est un très beau départ pour cette primaire 2016-2017. Le Parti socialiste n'a pas fermé la porte. Nous allons d'ailleurs, dans un conseil national samedi prochain, en parler, je pense, de façon extrêmement précise. Et non seulement il y a cette obligation dans les statuts, mais encore une fois, moi je ne me place pas sur le terrain juridique. Je pense que ce sont des arguments politiques avant tout qui plaident pour cette primaire. Et je souhaite que le Parti socialiste soit au cœur de l'organisation. Il en a à la fois les moyens, il en a l'implantation. Il ne peut pas le faire seul, il ne doit pas d'ailleurs le faire seul. Et je souhaite qu'il y ait un comité d'organisation où le Parti socialiste, rejoint par d'autres formations de gauche et par les initiatives citoyennes, celles des intellectuels, mais d'autres qui sont maintenant dans le paysage politique, que tous ensemble, nous puissions garantir la qualité des débats d'abord, parce que ces primaires, c'est d'abord la primaire des idées, et dans un second temps, le choix des candidats, et très bien qu'il y ait à la fois des candidatures de responsables politiques d'expérience, mais qu'il y ait aussi des nouveaux visages. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Non, plutôt Romain Masneau, RCF. Et accessoirement, vous dites que le choix des hommes doit venir après, mais on est quand même à un an de la présidentielle, alors qui seriez-vous prêt à soutenir ? Pourquoi le choix doit venir après ? Parce que s'il vient avant, on éteint le débat, on assèche les idées. On appauvrit la démocratie. Et la primaire, c'est d'abord une réponse à une défaillance démocratique profonde que l'on constate aujourd'hui dans le pays. Alors, donc voilà, pourquoi d'abord la primaire des idées et ensuite le choix des candidats ? Le choix des candidats, pour moi, il vient à l'automne. D'ailleurs, comme pour les candidats de la droite. Est-ce que j'ai aujourd'hui une candidate ou un candidat caché dans la poche dont je pourrais vous parler ce matin ? Eh bien non. Non, parce que je ne suis pas aujourd'hui en situation de vous dire qui sera candidat. Est-ce que François Hollande sera candidat à un second mandat ? Je ne le sais pas aujourd'hui. Il a posé lui-même une condition qui indexait en quelque sorte sa deuxième candidature au résultat de la lutte contre le chômage. Force est de constater qu'à l'instant où nous parlons, cet objectif n'est pas atteint. Donc ça pose évidemment une question. Donc je ne sais pas si François Hollande sera candidat à un second mandat. Et au sein de la gauche, j'observe bien en ce moment des déclarations, peut-être des désirs d'être candidat, mais très franchement, tout ça n'est aujourd'hui nullement constitué. Donc ne me demandez pas ni de faire acte de voyance, ni encore une fois, de balayer ce qui me paraît essentiel. Aujourd'hui, nous devons faire l'inventaire du quinquennat. Il faut faire réémerger des pensées de gauche authentiques et crédibles. Les deux vont ensemble à mes yeux et c'est à ce prix-là que les primaires, encore une fois, vont intéresser des millions de Français. Si c'est simplement, encore une fois, un concours d'ambition, très franchement, ça ne va pas attirer grand monde. Mais toujours franchement, Christian Paul, est-ce que vous imaginez vraiment un président de la République en exercice se faire mettre au défi publiquement au cours d'un débat télévisé, supposons par son ancienne garde des Sceaux ou par Jean-Luc Mélenchon ? Vous imaginez cela possible aujourd'hui ?
Ça serait ça la démocratie? J'ai confiance dans la démocratie Oui. et je la trouve aujourd'hui affaiblie quand un gouvernement voit sa majorité se rétrécir, quand les partis politiques, à commencer par le mien, qui est le parti majoritaire aujourd'hui, ne pas remplir son rôle. On l'a vu sur la question de la déchéance de nationalité, mais aussi sur les grands choix budgétaires et fiscaux des derniers mois. Le Parti socialiste n'a pas été à la hauteur de sa tâche, de son ambition de transformation de la société. C'est un manque d'ambition d'ailleurs que je conteste, plus qu'un virage à droite. Enfin, le virage à droite, il est quand même aussi constitué. Mais voilà. Donc on serait là à attendre le mois de février 2017 où le président sortant, d'une façon quand même très monarchique et très éloignée, je pense, de ce que doit être une grande démocratie, viendrait dire aux Français: je suis candidat ou je passe le relais. C'est la Ve République, ça s'est passé. Mais la Ve République n'a pas que des avantages. Et la Ve République, elle est quand même en crise démocratique persistante depuis des années. Les années Sarkozy ont beaucoup abîmé la Ve République et nous n'avons pas su, encore une fois, depuis 2012, remettre la démocratie française dans une ambiance de haute qualité. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous parliez de virage à droite, j'imagine que vous, dans ce symbole du virage à droite, il y a Emmanuel Macron, qui est assez populaire dans l'opinion. Alors, comment expliquez-vous ça, que M. Macron soit très populaire? Il pourrait se présenter à la primaire aussi. Très bien, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Mais qu'il le fasse. Après tout, si c'est une option, il faut l'étudier sérieusement. Je pense que dans la popularité d'Emmanuel Macron, il y a, pour beaucoup de Français, un besoin de renouvellement. Peut-être un besoin aussi de transgression d'un certain nombre d'idées reçues. Et très franchement, moi, je n'oppose pas à Emmanuel Macron le statu quo et l'immobilisme. Je pense qu'Emmanuel Macron représente une option dans la gauche de gouvernement, disons à la droite de la gauche de gouvernement. Je pense que nous représentons une autre option, davantage éprise de justice sociale, d'égalité, mais nous savons aussi que pour qu'il y ait de la justice sociale et de l'égalité, il faut un tissu productif qui retrouve sa forme. Il faut aussi des entreprises avec des chefs d'entreprise et des salariés qui aient le moral, qui aient envie d'investir, qui aient envie de se battre pour conquérir de nouveaux marchés. Et ça, je ne vois pas aujourd'hui du côté d'Emmanuel Macron, beaucoup de solutions. L'économie française est en panne, la croissance est faible. Quand la croissance repart, c'est une croissance sans emploi. Ça devrait quand même nous interroger collectivement. Les 40 milliards n'ont servi à rien pour vous. Je pense que les 40 milliards ont masqué la situation. On a donné le sentiment aux entreprises qu'on répondait à l'urgence, mais elles n'ont pas eu ces 40 milliards, un effet de levier, ni dans le soutien à l'investissement, à l'embauche ou à la formation, parce que c'est quand même ça aujourd'hui, le triangle qui nous met en difficulté. Peu d'investissement privé, un appareil de formation qui n'a pas été réformé au cours des dernières années, et encore une fois, un soutien à la création d'emplois qui n'a pas apporté les résultats attendus. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, justement, sur le plan économique, Nicolas Sarkozy propose aujourd'hui un certain nombre de mesures, une sorte de choc fiscal à l'envers, une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Vous, quelles seraient vos propositions pour donner de l'air, et est-ce que ce serait redonner le moral aux chefs d'entreprise, régénérer non seulement la démocratie, mais aussi l'économie? Les déclarations récentes de Nicolas Sarkozy, dans son livre, encore ce matin dans un journal, permettent maintenant de savoir où lui veut aller. C'est-à-dire qu'il veut faire 2 ou 3 fois plus que le pacte de responsabilité. Baisser massivement les prélèvements au prix de réductions budgétaires considérables, sans jamais dire d'ailleurs où on va trouver les moyens de faire les 100 milliards d'économies qu'il souhaite faire. Combien d'écoles, combien d'hôpitaux, combien de policiers ou de gendarmes devraient Sarkozy parler. Donc je laisse de côté, voilà. mais c'est important parce que vos propositions. C'est important parce que c'est une démarche ultra-libérale qui prendrait la suite d'une démarche libérale, celle qui est menée aujourd'hui par Manuel Valls. Moi, je souhaiterais qu'on reparte de ce que nous disent réellement
dans nos territoires ceux qui sont en situation de créer des emplois. Aujourd'hui, quand je vois des chefs d'entreprise ou des salariés des entreprises, dans la Nièvre et ailleurs, de quoi nous parlent-ils? Ils nous parlent des difficultés d'accès au crédit et au financement de leurs projets. Ils nous parlent de formation professionnelle et de l'immense difficulté à trouver de façon durable des salariés formés dans leurs entreprises. Et ils nous disent également que la demande n'est pas là, qu'il s'agisse de demande publique. On a asséché la commande publique. Pour financer les 40 milliards, on a beaucoup pris aux collectivités locales et donc on a étranglé leur capacité d'investissement. Et la demande des ménages est également, elle, fortement affaiblie par le gel des revenus qui affectent les classes moyennes et les classes populaires. Voilà, c'est sur ce terrain-là, c'est les 3 ou 4 terrains-là qu'il faut agir. Et c'est ce que nous avons proposé dès 2014 pour essayer de sortir de cette spirale de croissance très faible et de croissance sans emploi. Romain Mazonneau, RCF. Quand vous entendez le gouvernement dire qu'il faut simplifier le code du travail, donner plus de poids aux accords d'entreprise plutôt qu'aux accords de branche pour tout ce qui est heures supplémentaires, les référendums internes aux entreprises, est-ce que vous dites qu'il y a là une nouvelle attaque sociale libérale contre laquelle il faut résister, ou est-ce qu'au contraire, vous dites pourquoi pas, il y a quand même des pistes intéressantes à étudier de ce côté-là? Christian Paul. S'il s'agit de simplifier le code du travail à droit constant, ce qui était d'ailleurs le rapport Badinter-Lioncan. Tout ça peut évidemment s'entendre. S'il s'agit même d'aller plus loin et de partir là aussi de la réalité de cette transformation de l'économie qui naît de la révolution numérique et où il faut trouver là aussi de nouvelles règles du jeu. Je pense en particulier à tous ces secteurs qui étaient des secteurs très encadrés, avec des professions très établies, les taxis, mais les auto-écoles, les hôtels, etc. Aujourd'hui, il faut changer. Il faut probablement accepter l'idée qu'il y a de nouveaux intermédiaires dans le monde économique et que plus rien ne sera comme avant, qu'il y a des plateformes, qu'il y a des applications qui changent la façon dont chacun d'entre eux entre en relation avec ses clients. Mais pour autant, je ne suis pas favorable à ce qu'on casse par le fait, encore une fois, de cette révolution numérique, la communauté de travail qui existait. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines où les plateformes se mettent en place, là où il y avait un contrat de travail, une relation entre un employeur et un salarié, il y a une externalisation, il y a la création d'auto-entreprises dans des conditions de précarité absolue. C'est un nouvel esclavage ou c'est une nouvelle liberté? Non, je pense que c'est une nouvelle précarité. C'est une nouvelle précarité et qui est proposée à des femmes et à des hommes qui, quand ils ont des revenus très faibles, parce que les salaires sont aujourd'hui maintenus très bas dans ce pays, trouvent là une façon de compléter, on le voit bien d'ailleurs avec Airbnb, on le voit on l'a vu avec Uber Pop, etc. Ce sont souvent des femmes et des hommes qui ont déjà un salaire très faible et qui le complètent de cette façon-là. Mais dans des conditions où la destruction du salariat est garantie. Donc si la proposition du gouvernement, c'est d'essayer de trouver à la fois des règles économiques et un meilleur statut pour ceux qui aujourd'hui sont en train de quitter le monde du travail pour la précarité absolue, eh bien, nous ferons œuvre utile. Mais c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et quand je vois par exemple que on multiplie les annonces pour réduire l'indemnisation du chômage, et dans le même temps d'ailleurs pour augmenter les heures supplémentaires puisque elles seraient moins majorées, je dis qu'il y a une contradiction absolue. C'est impossible de tenir tout ce langage à la fois. Et notre réaction, c'est vrai, souvent négative à l'égard des annonces ou des propositions du gouvernement, tient au fait qu'aujourd'hui, je ne vois pas, du côté d'Emmanuel Macron, et pas davantage de Manuel Valls, une vision claire à proposer au pays. On ne peut pas à la fois dire aux Français, vous allez de plus en plus être auto-entrepreneurs et de moins en moins salariés.
particulier. Vous allez faire des heures supplémentaires plus nombreuses et moins payées, et dans le même temps, dire aux jeunes Français qui veulent rentrer sur le marché du travail, on vous ouvre les portes. Tout ça est totalement contradictoire. Sur la question des taxis que vous évoquiez, c'est quoi la solution? Parce que vous dites qu'il faut accepter le fait qu'il y ait de nouveaux intermédiaires. Et je vais vous répondre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument trouver la ressource, y compris par des prélèvements sur Uber qui gagnent des milliards dans le monde entier, pour pouvoir gérer la transition. On est dans tous ces secteurs, dans de grandes transitions. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner ces transitions. C'est pas de se laver les mains, comme Ponce Pilate. Ça, c'est ce que a semblé faire Emmanuel Macron à propos du beurre qu'il a encouragé et encensé. Il faudrait prendre des sous à Uber. C'est pas non plus de faire croire que rien ne peut bouger, c'est d'aider effectivement une profession, les taxis, qui sont aujourd'hui plombés, entre guillemets, par des licences qu'ils ont achetées entre 100 et 200 000 euros, à pouvoir, dans la durée, ça prend peut-être 5 ou 10 ans, à pouvoir effectivement se soulager de ce fardeau. Et là, effectivement, ça peut être du côté du beurre et de différentes contributions qu'on peut trouver la solution. Très bien. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Nous avons marqué une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité est Christian Paul, donc, qui est député socialiste de la Nièvre et chef de file des Frondeurs. À tout de suite. Merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité est Christian Paul, député socialiste de la Nièvre et chef de file des Frondeurs du Parti socialiste. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors, les agriculteurs s'enfoncent dans la crise. Déjà l'été dernier, vous aviez formulé des propositions avec notamment une taxe sur la grande distribution, je crois, pour abonder un fonds de soutien aux producteurs. Alors on voit que vous n'êtes pas un social-libéral, mais est-ce que c'est réaliste? Et vous êtes député de la Nièvre, je rappelle, un département d'élevage. Un département d'élevage charolais essentiellement. Quelle est aujourd'hui la situation? D'abord, elle est extrêmement grave. Vous savez, parfois dans les campagnes, on demande si les agriculteurs crient avant d'avoir mal. Et il y a eu parfois dans l'histoire de la Ve République des interrogations sur est-ce qu'il faut maintenir les aides à l'agriculture, est-ce que la PAC est une perfusion d'argent public ou est-ce qu'elle est indispensable? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont très claires. D'abord, si la PAC n'existait pas, cette agriculture aurait disparu. D'abord. C'est quand même Bruxelles qui a sauvé l'agriculture française encore aujourd'hui. En tout cas, c'est l'argent de l'Europe qui a permis de maintenir une agriculture à taille humaine dans des territoires d'élevage allaitant, c'est-à-dire des territoires où les races à viande sont produites. Mais aujourd'hui, l'essentiel de la difficulté vient de la faiblesse des prix qui sont consentis aux producteurs. Faiblesse des prix qui tient à plusieurs raisons. D'abord à la pression extrêmement forte des grands opérateurs du secteur de la viande. Je parle là de l'élevage bovin, je connais moins la situation de la Bretagne, mais au fond, il y a des parentés. La pression de la grande distribution des industriels de la viande, aujourd'hui, met beaucoup d'éleveurs en dessous de la rentabilité minimale. Pas tous, bien sûr, certains s'en tirent par différentes solutions, mais beaucoup ont ce problème. Ensuite, le frein ou l'arrêt des exportations vers la Russie, après l'affaire ukrainienne, a aussi contribué à déstabiliser ce marché. Donc aujourd'hui, quand on est un producteur bovin, on vend ses bêtes à des prix qui sont inférieurs. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Voilà. Alors, il y a en fait probablement deux stratégies. Et quand j'ai devant moi des jeunes agriculteurs qui ont 25 ou 30 ans, c'est vrai que c'est très difficile de leur dire quelle est la bonne voie. Il y a deux stratégies. Il n'y a pas une seule recette magique. La première stratégie, c'est de faire des produits de qualité qui se vendent sur des marchés locaux ou des marchés de niche qui ont le mérite d'abord de valoriser le savoir-faire de cette profession, de répondre à un besoin précis qui existe, mais qui n'est pas un besoin de masse. Voilà, on peut en vivre, mais on n'en vit pas forcément avec l'ensemble de la population agricole. Et donc le deuxième marché, c'est un marché de masse, c'est le marché de la grande distribution, c'est le marché de l'exportation vers la Russie ou vers les pays méditerranéens. Et là, c'est vrai, c'est la question de la
compétition sur ce marché qui est posée. Comment peut-on se situer ? Et donc, il faut travailler de façon à pouvoir s'adapter à ces marchés. Certains l'ont fait. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui, pour résumer, il y a deux stratégies, mais qui demandent, c'est vrai, dans la conduite des exploitations agricoles, une précision, une rigueur, une vision du marché que beaucoup d'agriculteurs ont besoin d'apprendre et de comprendre. Et donc, c'est vrai, là aussi, comme dans d'autres professions, ils appellent au secours. Ils appellent au secours. Ils veulent évidemment passer cette mauvaise période. Et donc il y a à la fois la nécessité que les prix remontent, mais on sent que les industriels sont peu prompts à le faire. Il y a eu des aides d'urgence. Elles sont réelles, mais elles ne sont pas forcément suffisantes. Et surtout, elles renvoient à plus tard le règlement d'un certain nombre de dettes ou de charges. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Donc on ne s'en tirera pas uniquement avec des aides d'urgence, même si elles sont nécessaires. Il faut que la profession, avec l'aide des pouvoirs publics, mais c'est bien dans ce sens-là que ça doit se faire, que la profession se réorganise, que nous puissions, nous, au plan local, apporter aussi des propositions. J'ai fait 2 propositions. Une est nationale et l'autre locale. La proposition locale, nous sommes en train de la construire, c'est d'avoir, pour la Nièvre, mais ça peut se faire dans beaucoup de départements, un office d'approvisionnement de la restauration collective. En d'autres termes, pouvoir fournir les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les lycées, etc. Donc ça peut constituer un marché local qui permet d'avoir en circuit court un débouché à des prix respectables. L'autre solution, elle est plus difficile, et c'est vrai que là, elle ne fait pas l'unanimité, vous avez raison, c'est d'avoir un prélèvement sur les bénéfices des intermédiaires et de la grande distribution pour pouvoir alimenter un fonds de soutien conjoncturel. Donc je ne renonce pas à cette proposition, et je pense qu'elle pourrait permettre aussi de régler les moments les plus difficiles. Mais encore une fois, c'est vraiment de stratégie économique, de transformation de modèles dont on parle aujourd'hui dans les campagnes. Alors on a encore beaucoup de questions à vous poser, Christian Paul, on a peu de temps. Alain Baron. Sur l'Europe, vous savez qu'on parle beaucoup évidemment d'un possible départ de la Grande-Bretagne de l'Europe. Ça serait vraiment une catastrophe pour vous si la Grande-Bretagne sortait de l'Union ? Christian Paul. Moi, je ne plaide pas pour la sortie de la Grande-Bretagne, mais je suis profondément persuadé depuis de nombreuses années que l'enjeu en Europe, c'est l'organisation de la zone euro. C'est la démocratisation de la zone euro. Démocratisation de la zone euro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y ait des institutions qui rendent compte devant les peuples, qu'il y ait des capacités de décision plus rapides, et on l'a vu au moment de la crise grecque, où pendant des mois se sont éternisés des bras de fer qui sont à la fois humiliants pour les pays en difficulté et qui donnent de ceux qui ont, à un moment donné de leur histoire, le pouvoir financier, en l'occurrence en ce moment l'Allemagne, ce n'était pas le cas il y a 15 ans d'ailleurs, mais en ce moment c'est l'Allemagne, donne une position hégémonique qui devient insupportable. Donc, de la zone euro, absolument, j'ai écrit il y a quelques années avec un économiste allemand un livre qui s'appelle « Pour une République européenne », où nous plaidions déjà pour qu'il y ait un Parlement de la zone euro et un gouvernement de la zone euro. Ça fait encore une surcouche, on ne va plus rien y comprendre. Déjà, les gens aujourd'hui ne comprennent plus rien. Écoutez, si vous avez le sentiment que les institutions de la zone euro d'aujourd'hui sont efficaces, démocratiques et répondent en temps réel aux crises économiques, il faut me le dire. Moi, j'ai le sentiment inverse. Donc, je pense qu'il faut réformer la démocratie européenne. C'est pas un jeu de juristes, c'est remettre du suffrage universel et un gouvernement. Vous savez, en Europe, aujourd'hui, il y a des biens communs. La monnaie, l'euro, c'est un bien commun. Ce bien commun, il est géré par des pays qui ont chacun, en quelque sorte, un droit de vie ou de mort les uns sur les autres, avec une capacité de veto qui bloque les décisions. Ça arrange d'ailleurs généralement les conservateurs et les libéraux, qui veulent le moins d'Europe possible. Mais moi, je souhaite qu'il y ait plus d'Europe. Mais il n'y aura pas plus d'Europe s'il n'y a pas plus de démocratie. Et c'est vrai que c'est dans la zone euro que ça doit se faire. La Grande-Bretagne a de l'Europe une idée, une vision qui n'est pas la nôtre. Et cela depuis le début. Très utilitaire. Voilà. Très utilitaire, très commercial, très dérégulé. Ça n'est pas notre vision, ça n'est pas notre modèle. Donc si elle part... Et si elle part, ça serait probablement, néanmoins, si on est responsable et
et sérieux, ça serait un coup dur. Parce que la Grande-Bretagne doit aussi aujourd'hui prendre un certain nombre de responsabilités, et notamment sur la question des réfugiés et des migrants. Corinne Laurent, justement. Justement, on va rester sur ce sujet européen et la question des migrants. Est-ce que l'Europe des frontières de Schengen est morte? Schengen, c'est le traité qui autorise la circulation des personnes. Est-ce que la question des migrants a mis à mal, finalement, toute l'organisation des frontières entre les pays européens? Que faire, Christian Paul? Le mal est fait, mais il n'est pas forcément irréversible. Oui, le mal est fait parce que l'incapacité de l'Europe, là aussi, comme sur la crise grecque qui était une crise monétaire, l'incapacité de l'Europe à réagir en temps réel, à mettre en place au sud de notre continent des lieux d'accueil solidaire et d'orientation. Les fameux hotspots, dont je rappelle qu'ils sont aujourd'hui encore à mettre en œuvre. Oui, mais ça ne marche pas, mais on ne peut pas en faire le bilan puisque ça n'a pas été mis en place. Et donc c'est vrai, les accords de Schengen sont aujourd'hui fortement bousculés par les flux migratoires et le choc migratoire qu'enregistre l'Europe, mais je suis profondément persuadé que ce n'est pas en organisant le repli national qu'on va régler ces problèmes. Parce que l'origine de ces migrations, que ce soit la guerre, la barbarie au Moyen-Orient, ou que ce soit la faim, la misère ailleurs, et notamment en Afrique, ces causes-là continueront à produire une pression sur l'Europe. Donc, où l'Europe s'organise solidairement avec les États qui le veulent, c'est pour ça que nous sommes, c'est vrai, aujourd'hui devant un défi. Et je pense que la France et l'Allemagne, qui sont en Europe, les deux pays moteurs sur la question démocratique, sur l'aspiration à plus d'Europe, pas comme un rêve béat, mais comme la solution aux problèmes économiques et aux problèmes des migrants, devraient prendre des initiatives. Moi, j'attends depuis 2012 que le président de la République, François Hollande, prenne, à propos de l'Europe, des initiatives de plus grande ampleur. J'ai le souvenir que nous lui avions écrit avec quelques députés élus ou réélus en 2012. C'était le premier acte, peut-être, c'était pas une fronde, c'était tout simplement une interpellation. Nous lui avions écrit en demandant des initiatives en Europe. Je les attends encore. Une dernière question en un mot, pour une réponse en un mot, car nous arrivons au terme de cette émission. À propos des migrants, le pape François a eu des mots assez forts. Quelle est votre appréciation de la parole du pape François? Christian Paul. J'ai une grande écoute de ce que dit le pape François et j'ai observé à plusieurs moments qu'il désigne très souvent la bonne direction. En particulier sur la question des migrants, mais peut-être plus généralement sur la nécessité d'une revitalisation de nos démocraties. Je pense qu'il a comme d'autres, on parlait tout à l'heure de Christiane Taubira, je ne les compare pas, y compris dans ce studio, mais voilà, nous avons besoin de force d'inspiration. Il y a trop de voix qui s'élèvent pour décrire le déclin, prêcher le repli, c'est maniaque de l'exclusion, comme le dit Christiane Taubira, que je cite encore une fois. Et je considère que depuis son entrée en fonction, le pape François a été l'un des inspirateurs d'un débat universel de très haute qualité. Très bien, nous avons eu, nous aussi, avec vous ici, Christian Paul, un débat de haute qualité. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes député socialiste de la Nièvre et que vous êtes également le chef de file des frondeurs du Parti socialiste. Vous avez pu, au cours de ces 50 minutes d'édition, détailler les positions de ce courant de pensée. Merci à vous tous qui nous avez écoutés, qui nous avez regardés. Merci de votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission et celles qui l'ont précédée sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Merci beaucoup de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous.